troisième exemple d'entreprise. Cette fois, on part avec une start-up. Anaïs Baru, bonjour. Vous êtes la présidente de Damae Medical, start-up créée en 2014. Votre société a d'ailleurs été lauréate de nombreux prix prestigieux, car vous proposez un diagnostic précoce du dépistage du cancer de la peau. Alors, déjà, peut-être, Anaïs, ma première question, ça serait comment est venue cette idée scientifique, cette innovation, et puis ensuite de fonder une société dans le médical, alors que vous avez fait des études de commerce. Oui, j'ai fait des études de commerce après mon école d'ingénieur, et d'ailleurs c'est grâce à l'école d'ingénieur que j'ai pu fonder Damae Medical. Donc peut-être pour un petit peu d'historique, j'ai fait l'Institut d'optique Graduate School qui est situé à Palaiseau sur le plateau de Saclay. Et il y avait un programme entrepreneurial qui m'a permis de créer plusieurs projets entrepreneuriaux pendant 3 ans. Et on était toujours dans le monde du hardware, comme on était très intéressé par cet univers-là. Mais c'était compliqué de lancer et de valoriser une innovation sans avoir de barrière à l'entrée ou un brevet ou quelque chose d'assez à fort potentiel, notamment pour trouver des financements. Et du coup, assez facilement, dans le même bâtiment, il y avait des chercheurs, un laboratoire qui est hébergé au sein de l'Institut d'optique, qui s'appelle le laboratoire Charles Fabry, qui est une unité mixte de recherche avec aussi l'Université Paris-Sud et le CNRS. Et là, il y avait une quantité d'innovation qui était assez incroyable. Et on a discuté et rencontré notamment Arnaud Dubois, qui est devenu le directeur scientifique de l'entreprise. Et lui avait une innovation qui avait un fort potentiel dans le monde médical, sans forcément avoir une idée précise du produit. Mais cette nouvelle innovation était dans le monde de l'imagerie optique, la biophotonique plus particulièrement, donc ce qui allie la biologie à la photonique, la science des photons. Et donc cette innovation consiste en un microscope qui s'utilise in vivo. Donc normalement les microscopes c'est plutôt ex vivo parce que c'est compliqué d'aller aussi rapidement que la vitesse biologique. Et là ça permet de visualiser les tissus in vivo jusqu'à 500 micromètres à l'intérieur des tissus en 3D et en une fraction de seconde. Et donc on s'est ensuite demandé, on a un peu fait l'inverse de tout ce qu'on dit quand on crée une entreprise, de d'abord s'intéresser au problème et ensuite trouver une solution qui répond à ce problème-là. Nous, on avait déjà cette brique technologique qui avait un très fort potentiel et on s'est demandé est-ce que ça pourrait être utile en chirurgie, en ophtalmologie, en gastro-entérologie, et finalement on est arrivé sur la dermatologie. Et aujourd'hui, bien sûr, on présente l'entreprise de l'autre sens, donc on fournit des dispositifs d'imagerie médicaux aux dermatologues pour qu'ils puissent dépister des cancers de la peau ou des pathologies de la peau de manière très très précoce, sans faire de biopsie. Donc en fait, ça revient à faire une biopsie optique non invasive. Alors ce procédé est très innovant. Dans quelles applications peut-on l'utiliser? Vous avez cité les dermatologues, est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, aujourd'hui, on a 2 marchés principaux. Donc, on a un marché qui est bien sûr l'oncodermatologie, qui va être lancé commercialement l'année prochaine en Europe. On a obtenu un premier marquage CE cette année sur le dispositif que vous voyez ici. Et l'autre business unit, c'est la partie dermocosmétique, qui a été lancée en début 2019 pour nous et qui est couplée à des algorithmes de traitement d'image, comme vous pouvez voir en bas de ce slide. On arrive en fait à segmenter les structures qu'on visualise sur la peau, par exemple les couches de la peau, l'épiderme, le derme, ou la densité de cellules dans l'épiderme, la densité de fibres de collagène dans le derme. Et tout ça, ça intéresse l'industrie dermocosmétique parce qu'on arrive à quantifier et évaluer des produits dermocosmétiques avant, après leur application. Donc c'est un autre business model, on loue nos équipements et on a pu le faire même en dehors du cadre réglementaire médical, et c'est pour ça qu'on a pu le lancer avant l'application clinique. Et ensuite, on fournit un rapport d'analyse avec l'ensemble des algorithmes. Et ça a énormément de valeur parce que c'est beaucoup plus quantitatif que ce qu'ils peuvent réaliser aujourd'hui. Alors que vous êtes dans le domaine de la santé et du médical, ça on l'a dit, est-ce que vous avez des étapes de qualitatives techniques à passer, par exemple auprès de certaines institutions pour vous faire labelliser avant de pouvoir vendre? Oui, absolument. Donc, on a un marquage CE en Europe, marquage FDA aux États-Unis pour donner 2 exemples, qui consiste principalement en assurer la sécurité pour l'utilisateur et le patient. Donc, pour ça, on passe des tests au niveau du dispositif pur. Par exemple, donc le dispositif, je sais pas si, voilà, ça ressemble à peu près à ça. Donc, c'est comme un dispositif d'échographie. On a une partie
hardware avec l'écran, le laser, les moteurs, etc. et une sonde. Et donc tout ce dispositif est mis dans une salle et on passe des tests de robustesse mécanique, on envoie des champs électriques, électromagnétiques, on voit si le dispositif tient à toutes ces contraintes pour justement respecter l'environnement hospitalier et faire en sorte que quand il sera utilisé dans des hôpitaux, il n'y a aucun problème sur les autres machines du parc hospitalier, il n'y a aucun problème pour l'utilisateur et le patient. Et puis ensuite, on passe des tests cliniques. Aujourd'hui, on est installé dans plus de 6 hôpitaux en Europe, où on fait des programmes de collecte de données et on va mesurer ce qu'on appelle les sensibilités, spécificités, donc globalement la performance diagnostique de notre dispositif comparée à l'existant. Donc on voit si on va visualiser plus tôt certaines pathologies, plus précisément, et ça nous permet aussi d'anticiper le positionnement qu'on va avoir à terme, parce que c'est pas si simple de dire on a inventé une nouvelle technologie, on va le mettre chez le dermatologue. C'est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pathologies de la peau. Faut voir si on est plutôt du côté dépistage, à dire est-ce qu'il faut le biopsier ou non dans une classification binaire, ou si nos algorithmes doivent être beaucoup plus poussés et précis en disant voilà, il s'agit de tel type de diagnostic et donc vous pouvez mettre en place tel type de traitement. Et donc toute cette innovation vient en second lieu. Historiquement, il y avait une innovation technologique, mais je pense que aujourd'hui la valeur ajoutée de l'entreprise ne se situe pas que là. Et ce serait d'ailleurs dangereux s'il y a une nouvelle technologie qui émerge et qui nous dépasse. Ça va beaucoup plus loin, c'est dans la proposition de valeur précise clinique, dans la facilité d'utilisation du dispositif avec toutes les contraintes d'industrialisation, de prix, de poids, de facilité d'usage, et puis aussi tout le business model qu'on peut réfléchir avec ce type de technologie. Au lieu de vendre simplement un équipement médical, on peut aussi réfléchir à des tarifications à l'acte, à des consignations. Donc il y a beaucoup d'innovations au-delà de l'innovation technologique. Alors justement, quelles compétences, quels besoins en personnel avez-vous? Et puis quelles compétences demandez-vous? Quel savoir-faire ou savoir-être? Oui, donc aujourd'hui, peut-être pour redimensionner aussi la société et bien comprendre combien on est. Donc on est une vingtaine dans la société, c'est une toute petite structure qui a été créée il y a 5 ans. On est 100% d'ingénieurs, donc 20 ingénieurs, avec après des spécialisations. Même aujourd'hui, on a 4 pôles dans l'entreprise. Un pôle recherche avancée, c'est ce qui est lié au laboratoire, avec d'ailleurs pas mal de thèses type thèse cifre. Un pôle ingénierie qui combine des expertises historiques en optique, mais qu'on a dû ajouter avec des compétences mécaniques, électroniques, informatiques. Donc là, on a demandé aux ingénieurs qui étaient plutôt juniors de savoir travailler ensemble avec des expertises qui étaient très différentes, où chacun, même en étant junior, était vu dans l'entreprise comme un expert. Donc il y a eu un énorme sujet d'accompagnement de chacune des personnes pour qu'elles puissent trouver l'expérience en dehors, avec par exemple des bureaux d'études ou des consultants spécialisés dans certains sujets. Après, un pôle application qui consiste en gérer notre base installée de dispositifs, gérer la tenue des études cliniques et récupérer les besoins du marché. Et enfin, un pôle sur ce qu'on appelle l'image, la data, donc c'est tout le traitement d'image, la qualité image, les algorithmes de segmentation, quantification, assistés ou pas par intelligence artificielle. Et donc aujourd'hui, on demande bien sûr une forte expertise dans tous ces domaines-là. Et en termes de savoir-être, on demande aussi à toutes les nouvelles recrues d'être assez impliquées en termes de vision d'entreprise. Parce qu'un ingénieur, je pense, quelle que soit sa formation, son objectif, c'est de résoudre des problèmes, de proposer des options de solutions plutôt que de proposer des problèmes et d'identifier les problèmes. Et ce qui est compliqué, c'est qu'on évolue dans un monde où il y a énormément d'expertise demandée, où un ingénieur peut pas maîtriser toutes ces expertises, et donc parfois il doit faire un peu appel à son intuition. Et on demande aussi de prendre des décisions dans des temps extrêmement courts, mais avec une vision long terme. Et du coup, il y a un côté responsabilité et gestion des problèmes éthiques qui est vraiment important, de se dire il faut que j'ai le courage de prendre cette décision, mais il faut que ce soit aligné avec une vision long terme plus responsable, et ça, c'est pas évident tous les jours. Et puis aussi, comme vous le disiez, un côté agilité. Bien sûr, être capable de travailler avec plusieurs collègues sans voir ça comme une forme d'oppression, mais voir de manière vertueuse le fait de travailler en communauté et justement d'avoir un input de tel collègue pour justement répondre mieux aux besoins marchés. Ça, c'est pas forcément évident, mais ça demande justement cette agilité et aussi une agilité personnelle de voir une restructuration, par exemple, de dire on va passer quelqu'un d'un pôle à un autre, c'est pas un mauvais signe, mais c'est justement parce que la société évolue et qu'il faut toujours réussir
à apprendre, à réapprendre son métier. Et quand on est en sortie d'école, ça nous plaît beaucoup de réapprendre. Mais du coup, d'être toujours dans ce mode de transformation, même après 10 ans en entreprise, de réussir à prendre un nouveau challenge, de réussir à monter en compétence sur quelque chose totalement nouveau, c'est à la fois se réinventer, mais capitaliser pour être plus à l'aise dans le futur aussi. Alors, dernière question, Anaïs Baru, est-ce que vous devez adapter votre management, justement, des êtres humains face à toute cette agilité que vous demandez? Et si oui, qu'est-ce que vous adaptez, justement? On avait pas mal réfléchi avec David et Arnaud, les 2 autres cofondateurs, au début de l'aventure, à quel devait être notre management. C'est vrai qu'on n'est pas nombreux, donc forcément on a un management très horizontal où chaque décision se prend globalement, collectivement. On a aussi des sessions une fois dans l'année où on remet à plat toute la stratégie de la société et on refixe un cap assez clair à 3 ans ou à 4 ans avec au moins les étapes très très claires pour la prochaine année à venir. Et ensuite on exécute le plan, donc on a un moment un peu stratégie où tout le monde s'ouvre. Après c'est une phase plutôt d'exécution. Et peut-être aussi pour la petite anecdote, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a dû bien sûr se réinventer aussi, hein, parce qu'on était une toute petite structure, on travaillait au laboratoire à 4-5 personnes. Après, il a fallu attirer des gens avec un peu plus d'expérience, par exemple dans le pôle clinique ou dans le pôle data. Et donc là, c'est aussi une obligation pour nous, pour attirer des personnes qui ont de l'expérience, que ce soit dans des grands groupes ou dans des petites structures, peu importe, mais d'être assez attractif pour ce type de profil. Et donc il y a un vrai sujet de repenser à chaque fois l'organisation à différentes étapes pour que l'entreprise soit plus attractive en termes de salaire, d'objectifs, de responsabilités, de locaux. Enfin, ça peut être des choses très pratiques. Mais du coup, ça nous permet aussi de nous donner les moyens de nos ambitions et d'attirer les meilleurs talents maintenant et dans le futur. Merci beaucoup, Anaïs Baru. Merci à vous.